Un homme qui était dans le coma depuis des mois a ouvert les yeux dans son cercueil. Changeant à jamais la vie d'une famille, qu'est-ce qui l'a ramené à la vie? La médecine ou l'amour? Regardez jusqu'à la fin. Votre décision pourrait changer au milieu de la vie et l'adieu. Thomas Aguirre s'est réveillé tôt ce jour-là. Le soleil n'était pas encore levé, mais il était déjà assis sur le bord du lit, les pieds sur le sol froid, le regard perdu dans le mur. Ce n'était pas de l'insomnie, c'était de l'épuisement. Mais pas le genre qui disparaît avec le sommeil, c'était quelque chose de plus profond. Le genre d'épuisement qui semble vivre à l'intérieur de votre poitrine. La maison était silencieuse. Rosaura dormait encore à ses côtés, le visage à moitié caché dans l'oreiller. Même avec ses cheveux gris et les marques du temps, elle était toujours belle. Mais Thomas ne se sentait plus digne d'elle. Il avait l'impression d'être de trop, comme s'il faisait partie du mobilier. Un vieux fauteuil que personne ne jette par habitude. Il se leva lentement, son genou craquant. Il se rendit à la cuisine. La théière n'était pas à sa place. Il la prit, la remplit d'eau et la posa sur la cuisinière. Le bruit du gaz qui s'allumait lui semblait très fort. Tout semblait fort quand il avait la tête pleine. Il s'assit à table avec une tasse de café noir sans sucre. Il fixa le vide pendant un long moment. Le mur fissuré, le rideau usé, le silence seulement rompu par le bruit de la bouilloire. Puis l'horloge. Tic-tac, tic-tac. « Encore du café noir, papa ?» dit Véronica en entrant, les yeux remplis d'inquiétude. Thomas ne répondit même pas. Il haussa simplement les épaules. Elle s'approcha et tira une chaise. « Monsieur Miguel du marché a demandé de vos nouvelles. Il a dit que vous n'y alliez plus. Pourquoi le ferais-je ? Je n'ai rien à acheter et je n'ai pas d'argent, dit-il sans la regarder. Véronica soupira avec lassitude. C'était déjà la 4e dispute de la semaine et on n'était que mardi. On essaie, papa, mais tu ne nous aides pas. Tu passes tes journées à te lamenter, à te plaindre de la vie, comme si on était responsable de tout ce qui ne va pas. Sao. Thomas resta silencieux. Il porta la tasse à sa bouche, mais ne but pas. Tu crois que c'est facile pour moi de vivre ici, sans avoir d'autre endroit où aller? De voir ma femme me regarder comme si j'étais un malade? De voir ma fille me prendre en pitié? Personne ne te prend en pitié, répondit Véronica fermement, les yeux remplis de larmes. Nous voulons juste que tu reviennes. L'ancien toi, celui qui riait, celui qui faisait des blagues. Non, ce vieil homme grincheux, celui-là est déjà mort, marmonna-t-il d'une voix sèche. Et personne ne le regrettait. La phrase tomba comme une pierre. Véronica se leva, repoussa faiblement la chaise et partit emmener sa fille à l'école sans dire un mot. Le bruit de ses pas résonna pendant un moment. Thomas resta seul, juste lui et son café amer. Ce genre de solitude qui fait mal même quand il y a des gens à la maison. Il regarda par la fenêtre. Dehors, les voisins commençaient leur journée. L'un d'eux lui fit signe. Thomas fit semblant de ne pas le voir. Il retourna dans la chambre. Rosaura était déjà réveillée. Elle appliquait lentement de la crème sur ses jambes, le regard perdu. « Tu te sens mieux aujourd'hui ?» demanda-t-elle sans sourire. Il ne répondit pas. Il se contenta d'enlever sa chemise et de s'allonger, couvrant ses yeux avec son bras. Rosaura soupira tristement, rangea la crème, sortit du lit et alla se préparer son café. Elle savait qu'il était inutile de continuer à parler. Il était là, mais il n'était pas là, et cela durait depuis un certain temps. Dans la tête de Thomas, une seule phrase se répétait comme un disque rayé. Peut-être serait-il mieux qu'il ne soit plus là. Cet après-midi-là, le soleil tapait sur la fenêtre du salon. La table était déjà dressée avec du riz moelleux, des haricots bien assaisonnés et du rôti de bœuf avec des pommes de terre. Rosaura avait tout préparé avec amour, comme elle le faisait toujours, même si elle savait que Thomas ne mangeait presque rien. Ils s'assirent tous les trois, Rosaura, Véronica et Thomas. Et la petite Mariana rentra de l'école en courant, son uniforme tout froissé, les cheveux attachés n'importe comment et les yeux brillants comme toujours. Thomas prit son assiette et se servit 2 cuillères de riz, rien d'autre. Il mangea lentement, sans lever les yeux, sans dire un mot. Le seul bruit était celui des couverts sur l'assiette. Rosaura essaya d'engager la conversation. Elle mentionna que la voisine était malade, qu'elle était tombée en panne d'essence au milieu de la cuisson des haricots, mais il se contenta d'acquiescer sans regarder personne. Véronica regarda sa fille et lui fit signe de se taire. Elle savait que le moindre mot pouvait déclencher une dispute. Mariana, agitée comme tous les enfants de 6 ans, regarda son grand-père et lui sourit. « Grand-père, après le déjeuner, on jouera à la dinette. » Thomas arrêta sa cuillère en plein mouvement, fixa son assiette pendant quelques secondes, puis tourna lentement son visage vers la fillette. Ses yeux, autrefois pleins de vie, ressemblaient désormais à 2 puits sombres et profonds.
Il esquissa un sourire timide et parla d'une voix basse et rauque. « Grand-père est déjà mort à l'intérieur, ma petite. » Mariana fronça les sourcils, perplexe. Elle ne comprenait pas. Elle répondit simplement « Mais tu es là. » Thomas ne dit rien. Il baissa la tête et repoussa son assiette, qui était encore presque pleine. « Je n'ai plus envie de rien faire, ni jouer, ni sortir, ni rêver. » Rosaura laissa tomber sa fourchette avec un bruit sourd. Véronica le regarda avec un mélange de colère et de douleur. « Pourquoi dis-tu cela devant elle, papa? Pourquoi est-ce la vérité ?» répondit-elle en se levant de table. « Je suis fatiguée de faire semblant que tout va bien. Ce n'est pas le cas. » Mariana regarda sa mère, puis sa grand-mère, sans comprendre ce qui se passait. Ses yeux se remplirent de larmes. Véronica la prit dans ses bras. « Je suis désolée, ma chérie. Grand-père est juste triste. Oui, c'est tout. » Thomas partit lentement, les épaules affaissées, se dirigea vers sa chambre, ferma la porte, s'assit sur le bord du lit et resta là, à fixer le sol. Le bruit étouffé des pleurs de Mariana dans le salon pouvait être entendu à travers la porte. Il passa ses mains sur son visage, fatigué, vieux, vaincu. « Qu'est-ce que je fais encore ici ?» Et il resta là, sans réponse, seulement avec ce silence douloureux qui serre la poitrine plus que n'importe quel mot. Cette même nuit, Thomas était allongé dans l'obscurité de sa chambre. La lumière du réverbère filtrait à travers les lamelles des stores et dessinait des lignes sur le plafond. Il fixait le plafond sans bouger. Son corps était là, mais son esprit était loin. Chaque pensée en amenait une autre, et chaque souvenir faisait mal comme s'il venait de se produire. Les disputes avec Véronica lui revenaient comme des coups de poignard, les unes après les autres, claires, vives, comme si elles se reproduisaient. Il se souvenait du jour où elle était entrée dans le salon en criant, jetant des reçus sur la table. « Papa, il faut payer la facture d'électricité et celle du gaz aussi. Maman a dû demander à nouveau un crédit au magasin. Tu ne vas rien faire. » Thomas ne répondit pas. Il ferma simplement les yeux, comme s'il voulait disparaître. Elle continua. « Tu ne comprends pas que nous n'en pouvons plus, que c'est très difficile, que nous n'en pouvons plus. » Il essaya de s'expliquer d'une voix brisée. « J'ai essayé, chérie. J'ai essayé toute ma vie. Mais maintenant, je n'ai plus la force de faire un travail pénible. Oui, papa, tout le monde essaie, mais personne n'a le droit d'abandonner à mi-chemin et de faire porter le fardeau aux autres. » Thomas resta silencieux à ce moment-là. Il ne dit rien d'autre. Il se leva simplement et alla dans sa chambre. Il s'allongea sur le côté comme d'habitude, tournant le dos au monde. Un autre souvenir lui revint à l'esprit, un souvenir plus ancien. La fois où il avait vendu son alliance pour aider Véronica à payer un cours. Elle ne le savait même pas. Seule Rosaura était au courant. Et pourtant, un jour, sa fille le lui avait jeté au visage. « Tu n'as jamais rien fait pour moi, tu ne savais que travailler et crier. » Cela l'avait beaucoup blessé, car il savait que ce n'était pas vrai, mais il savait aussi qu'il avait échoué à de nombreuses reprises. Et maintenant, allongé là, il avait l'impression que tous ses efforts avaient été vains, que le temps lui avait tout enlevé, le respect, la valeur, même l'amour. Il se sentait comme un fardeau, un vieil homme inutile dans une maison pleine de vie, juste un corps de plus à prendre en charge, un poids. « J'étais un homme, maintenant je ne suis plus qu'un problème », pensa-t-il, les yeux remplis de larmes. Il ferma les yeux et murmura doucement « Mon Dieu, pourquoi suis-je encore ici ?» Et le silence lui répondit, seul le bruit lointain d'une voiture passant dans la rue et son cœur battant lentement, comme quelqu'un qui est fatigué d'essayer. Thomas passa la journée suivante en silence, sans même quitter sa chambre, répondant seulement par un « MM » lorsque Rosaura lui demanda s'il voulait manger. L'assiette resta là, sur la table du coin, à refroidir. Il s'assit sur le bord du lit, la tête baissée, regardant ses mains. Elles n'étaient plus les mêmes. Les taches de graisse de son travail de mécanicien, les callosités, les doigts tordus, semblaient désormais faibles, inutiles. Des mains qui avaient autrefois travaillé dur, tremblant désormais même pour ouvrir un tiroir. Au bout d'un moment, il se leva lentement, se dirigea vers la commode et ouvrit le tiroir du bas. Il en sortit un vieux cahier à couverture rigide, recouvert d'un papier contact bleu délavé. Il se rassit, l'ouvrit à la première page blanche, prit un stylo promotionnel qui fonctionnait encore et resta immobile pendant un moment, fixant la page. Il prit une profonde inspiration et commença à écrire. « Si un jour je pars, je ne veux pas que tu pleures trop, ni que tu restes attaché à moi. » Il fit une pause. Sa main tremblait légèrement. Il regarda par la fenêtre. Dehors, il pouvait entendre sa petite fille rire en jouant. Cela lui serra le cœur. « Je ne veux pas de machine, je ne veux pas de tube, je ne veux pas d'un lit d'hôpital. Je ne suis pas né pour être soigné. Je suis né pour prendre soin des autres. Et quand je ne pourrai plus le faire, il sera temps pour moi de partir. » Il s'essuya les yeux avec la manche de sa chemise.
Il continua à écrire d'une main tremblante, mais assurée. « Laissez-moi partir en paix. Je détesterais être un fardeau pour vous. Je détesterais que vous vous souveniez de moi comme d'un corps allongé là, plein de fils. Je suis fatigué depuis longtemps, je veux juste me reposer. » Il s'arrêta à nouveau. Une larme tomba directement sur la page, maculant l'encre. « Ne croyez pas que je ne vous aime pas. Je t'aime de toutes les forces qui me restent. Mais aimer, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Et je lâche prise. » Il signa Thomas Aguirre au bas de la page. Il plia soigneusement le papier, se leva lentement, se dirigea vers le placard et rangea la lettre dans une boîte de médicaments vide sur l'étagère du haut. Il fixa la boîte pendant un moment, la main toujours posée dessus, comme s'il voulait toucher cet avenir qu'il sentait déjà proche. Puis il soupira. « Quand je partirai, que ce soit en douceur, » dit-il doucement, seul dans la pièce, les yeux humides et le cœur serré. Il s'allongea lentement, regarda le plafond et, dans ce silence, se sentit déterminé pour la première fois depuis longtemps. Le jour se leva, nuageux. Il ne faisait ni très froid, ni très chaud. Thomas se leva tôt, avant tout le monde. Il s'habilla sans bruit, enfila ses chaussures usées, prit la vieille casquette accrochée à la poignée de la porte et quitta la maison sans faire de bruit. Rosaura dormait encore. Véronica et sa petite fille aussi. Personne ne remarqua son départ. Il marcha lentement dans la rue, comme s'il n'était pas pressé d'arriver. Il passa devant la petite épicerie du coin, le kiosque à journaux fermés, l'arrêt de bus vide. Le quartier commençait tout juste à s'éveiller. Les lampadaires s'éteignaient les uns après les autres à mesure qu'il avançait. Son visage était grave, ses pas lourds, mais assurés. Il lui fallut plus d'1 heure pour atteindre le cimetière. L'entrée était simple, un portail rouillé auquel était accrochée une croix tordue. Le gardien était déjà en train de balayer les feuilles. Thomas se contenta de hocher la tête et continua son chemin. Il marcha jusqu'au fond du cimetière. Là, dans un coin tranquille, se trouvait la tombe de sa mère, Doña Cecilia. Une simple plaque, sans photo, juste son nom et ses dates. Il se tint devant, resta immobile un instant, ôta sa casquette, la pressa contre sa poitrine et s'agenouilla. « Maman, cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Pardonne-moi. » Sa voix était basse, presque un murmure. Il passa sa main sur la pierre froide comme s'il touchait sa peau. « Je me souviens de tout, tu sais. Notre petite maison en bois, les nuits où nous dormions blottis les uns contre les autres, tous sur le même matelas. Mais tu chantais et je dormais paisiblement. » Une larme coula lentement, sans hâte, comme si elle avait attendu des années pour sortir. Nous n'avions rien, mais nous avions la paix, nous avions des câlins, nous avions des rires. J'aimerais pouvoir retourner à cette époque. Je n'étais qu'un enfant et tu m'appelais mon petit champion, tu te souviens ? Il ferma les yeux. Il vit l'image de sa mère lui caressant les cheveux, préparant du café dans une vieille cafetière, souriant avec ses quelques dents, mais avec un cœur plein d'amour. J'ai tout gâché, maman. J'ai vieilli, je suis devenu dur, amer. Je ne suis plus cet enfant. Je ne sais pas où je me suis perdu. Je sais juste que je n'en peux plus. À l'intérieur de moi, j'ai l'impression que tout s'est arrêté. Il s'agenouilla plus près, posant son front sur la pierre tombale froide. Il pleura. Il pleura comme un enfant, sans crainte, sans honte. Sa poitrine tremblait. « Prends-moi, maman. Toi seul savais comment me faire dormir en paix. » Il resta là longtemps. Puis il se leva lentement, comme si son corps avait vieilli de 20 ans en quelques minutes. Il s'essuya le visage avec la manche de sa chemise. Il regarda la pierre tombale une dernière fois. « Je pars maintenant. Mais si tu le peux, attends-moi. » « Oui. » Il remit sa casquette et s'éloigna, la tête baissée, les mains dans les poches. Thomas était déjà sur le chemin du retour, marchant encore plus lentement qu'à l'aller, les jambes lourdes et la poitrine remplie de pierres. La route était la même, mais tout semblait désormais plus loin. Le monde continuait à son rythme, mais en lui, tout s'était arrêté. Il passa devant une place avec de vieux équipements de jeu. Un enfant jouait seul au ballon. Il s'arrêta un instant et l'observa. Il se souvint avoir joué au football avec ses frères dans la cour en terre battue, pieds nus, criant de joie à chaque but. Un sourire faillit apparaître, mais il s'évanouit rapidement. Il continua à marcher. Son front commença à transpirer, même si le temps était encore nuageux. Il avait plus de mal à respirer. Il s'arrêta. Il s'appuya contre une clôture basse, essayant de le cacher. Il regarda autour de lui. Il ne voyait personne qu'il connaissait. Il essaya de faire quelques pas de plus. C'était là, sur le trottoir devant le magasin du coin, celui où il avait l'habitude d'acheter du pain et de discuter avec Monsieur Miguel, le propriétaire de longue date, que le monde s'assombrit, une oppression dans sa poitrine, forte, profonde, comme si quelque chose l'écrasait de l'intérieur. Sa main se porta directement sur son cœur. Il haleta pour respirer, trébucha,
essaya de s'agripper au poteau, mais n'y parvint pas. Il tomba sur le côté, heurtant le sol avec son épaule, les yeux ouverts, incapable de les fermer, la bouche entr'ouverte, essayant d'inspirer de l'air qui ne venait pas. Les gens commencèrent à se rassembler autour de lui. Un jeune homme a crié « Appelez une ambulance, vite !» Une femme s'est agenouillée à côté de lui. « Monsieur, vous m'entendez ?»« Je vais bien. » Mais il ne répondait plus. Il était allongé là, sur le trottoir, le corps immobile, mais les yeux ouverts, fixant le ciel, comme s'il voulait encore voir la mer qu'il venait de visiter, comme s'il était resté prisonnier de cet adieu qu'il lui avait fait là-bas. Et à cet instant, son monde s'est arrêté. Les voitures passaient, les gens couraient, mais pour Thomas, tout était devenu silencieux. L'ambulance est arrivée en moins de 5 minutes. Le corps de Thomas était toujours là, allongé sur le trottoir devant la petite boutique, les yeux ouverts, la peau déjà pâle. 2 ambulanciers ont accouru, ont ouvert la civière et ont commencé les procédures là, sur le trottoir dur. « Il est en arrêt cardiaque, préparez le défibrillateur !» cria l'un d'eux. Ils placèrent les électrodes sur la poitrine de Thomas, tandis que l'autre commençait à lui masser le cœur. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec force sous les mains des ambulanciers, comme si son corps luttait pour revenir à la vie. 1, 2, 3 chocs. Le temps semblait s'écouler plus vite là-bas, mais chaque seconde semblait durer une journée entière. À l'intérieur de l'ambulance, le bruit des appareils remplissait l'espace. Le moniteur émettait des bips à un rythme instable, pression artérielle basse, rythme cardiaque irrégulier, presque plus d'oxygène, mais il n'abandonnait pas. L'un des ambulanciers lui tenait la main, la serrant doucement. « Tenez bon monsieur, vous ne partirez pas aujourd'hui. » Quand ils sont arrivés à l'hôpital, ils avaient déjà fait tout ce qu'ils pouvaient dans la rue. L'équipe d'urgence s'est mise en action. Les médecins, les infirmières, tout le monde bougeait rapidement. Chemise déchirée, aiguilles dans les bras, masque à oxygène, encore des chocs, encore des injections. Un jeune médecin, l'air inquiet, a pratiqué un massage direct de ses propres mains. La sueur coulait sur son front. « Allez, don Thomas, allez !» Jusqu'à ce que, après une dernière dose d'adrénaline, son cœur recommence à battre. Un long bip se transforma en battements cardiaques espacés sur le moniteur. L'un des médecins poussa un grand soupir. Rythme cardiaque stable, pression artérielle en hausse, bonne oxygénation. Tout le monde recula d'un petit pas. C'était comme remporter une bataille, mais ils se rendirent alors compte qu'il était vivant, mais inconscient. Il ne réagissait à aucun stimulus, pupilles dilatées, aucun réflexe, rien. Ils effectuèrent d'autres tests, lui mirent de la lumière dans les yeux, lui parlèrent, lui firent écouter des sons, rien. Le corps de Thomas était stable, mais c'était comme si son esprit était parti loin, comme si son âme n'était pas encore tout à fait revenue. Ils l'ont emmené en soins intensifs avec toutes les machines connectées, moniteur cardiaque, respirateur, perfusion. L'équipe est restée là à regarder. Silence. L'un des médecins les plus âgés a parlé doucement à l'infirmière. Le corps veut vivre, mais l'esprit n'est pas encore revenu. Thomas était là, mais en même temps, il n'était pas là. Comme une radio allumée sans son, comme une maison éclairée mais vide. Il était donc entré dans un espace entre 2 mondes, ni tout à fait vivant, ni complètement absent. La nouvelle est tombée dans l'après-midi. Le médecin a convoqué Rosaura et Véronica dans une petite pièce aux murs clairs et aux chaises dures. C'était l'un de ces coins de l'hôpital que tout le monde connaît, où personne ne va pour entendre de bonnes nouvelles. Le médecin parlait calmement, mais chaque mot pesait une tonne. « Madame Rosaura, votre mari est dans un coma profond. Son cœur fonctionne bien, il respire avec une assistance, mais son cerveau ne réagit pas. » Rosaura porta la main à sa bouche. Elle resta assise là pendant un moment, essayant de comprendre ce que cela signifiait vraiment. Véronica ferma les yeux comme si le monde tournait autour d'elle. « Et peut-il se réveiller ?» demanda-t-elle à voix basse. Le médecin hésita et prit une profonde inspiration. « Les chances sont très minces. Cela peut arriver, mais c'est peu probable. Je suis désolé. » Rosaura se mit à pleurer, assise, les mains sur les genoux. Ses pleurs étaient discrets, mais profonds, comme si elle savait déjà ce qui allait se passer, mais ne voulait pas l'accepter. Véronica resta immobile. Elle fixait le sol, le cœur battant à tout rompre, la gorge serrée. Plus tard, dans le couloir, avec l'odeur d'alcool dans l'air et le bruit des brancards qui passaient de temps en temps, les 2 femmes s'appuyèrent contre le mur, côte à côte. Rosaura parlait doucement, sans s'arrêter. « J'aurais dû m'en rendre compte, j'aurais dû faire attention. Il avait abandonné depuis longtemps. » Véronica ne pouvait pas regarder sa mère. Ses mains étaient crispées, tremblantes. Et lorsqu'elle parvint à parler, sa voix était brisée. « Maman, c'était moi. Je l'ai maltraité. Je lui ai dit des choses horribles.
Je lui ai parlé avec colère, comme s'il était un fardeau, mais c'était mon père. Elle ne pouvait pas continuer. Elle pleura, la tête baissée, le visage dans les mains. Rosaura la regarda, les yeux rougis, et l'attira vers elle. On ne s'en rend compte que lorsqu'on a déjà perdu. Elles s'étreignirent toutes les deux au milieu du couloir. Cette étreinte n'apaisa pas leur douleur, mais c'était tout ce qu'elles avaient. À l'intérieur de l'unité de soins intensifs, Thomas restait immobile. Les machines émettaient des bips réguliers, sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, mais son regard restait distant, comme s'il était ailleurs, dans un endroit que lui seul pouvait voir. Cette nuit-là, Rosaura rentra chez elle juste pour prendre quelques vêtements et des médicaments. L'hôpital lui permettait de dormir à côté de Thomas dans la salle de soins intensifs, dans une chaise inconfortable, mais elle ne voulait pour rien au monde quitter cet endroit. Véronica resta à la maison pendant quelques heures, s'occupant de sa fille et essayant de garder la tête froide, mais son cœur restait lourd en pensant à ce qu'elle avait déjà dit et à ce qu'elle n'avait jamais eu le courage de dire. Alors que Rosaura sortait les médicaments du placard de la chambre, elle renversa accidentellement une vieille boîte que personne n'avait touchée depuis des années. Lorsqu'elle l'ouvrit, parmi de vieux papiers et des notices de médicaments, elle trouva une lettre soigneusement pliée avec son nom écrit sur le devant. « Pour ma famille, quand je ne serai plus là », disait-elle. Véronica appela. Elles s'assirent toutes les deux sur le bord du lit. Le silence était si grand qu'on pouvait entendre le tic-tac de l'horloge accrochée au mur. Véronica prit la lettre de ses mains tremblantes, prit une profonde inspiration et la lut à haute voix. « Si jamais je pars, je ne veux pas que vous pleuriez trop ou que vous restiez attachés à moi. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua à lire. « Je ne veux pas de machine, je ne veux pas de tube, je ne veux pas d'un lit d'hôpital. Je ne suis pas né pour être soigné, je suis né pour prendre soin des autres. Et quand je ne pourrai plus le faire, c'est que mon heure sera venue. » Rosaura serra un mouchoir dans ses mains, les yeux remplis de larmes. « Laissez-moi partir en paix. Je détesterais être un fardeau pour vous. Je détesterais que vous vous souveniez de moi comme d'un corps allongé là, couvert de fils. Je suis fatiguée depuis longtemps. Je veux juste me reposer. » Véronica s'arrêta, ferma les yeux et pleura là, sans rien dire. Puis, d'une voix rauque, elle termina. « Ne croyez pas que je ne vous aime pas. Je vous aime de toutes les forces qui me restent. Mais aimer, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Et je lâche déjà prise. Thomas Aguirre. » Elle plia lentement la lettre de ses mains mouillées de larmes. Ils restèrent silencieux pendant quelques secondes. Rosaura leva les yeux vers le plafond comme si elle parlait à quelqu'un là-haut. « Tu n'as jamais été un fardeau, Thomas. Jamais. » Véronica ne cessait de répéter « Papa, pardonne-moi. » À ce moment-là, la lettre devint plus qu'un simple bout de papier. C'était sa voix qui s'exprimait là. C'était un adieu plein d'amour, un adieu qui faisait mal à la poitrine, mais qui réconfortait aussi. L'atmosphère à l'hôpital était pesante. Chaque jour qui passait, Thomas restait là, immobile, prisonnier des fils et des bruits des machines, le visage calme, comme s'il dormait, mais sans réagir. Le médecin appela à nouveau Rosaura et Véronica. Elles se rendirent dans la même salle froide que précédemment. Il parla avec précaution, mais sans détour. « Mesdames, plusieurs jours ont passé. Il n'y a pas d'activité neurologique significative. Nous pouvons continuer à faire fonctionner les machines, mais il est peut-être temps d'envisager une autre option. » Véronica déglutit péniblement. Rosaura ferma les yeux. Ces mots étaient comme des couteaux. « Vous voulez dire débrancher les machines ?» Le médecin acquiesça d'un air grave. Il n'y a pas de bonne décision, seulement une décision humaine. Lorsqu'elles quittèrent de la pièce, Véronica était pâle. Rosaura marcha lentement dans le couloir. Elles entrèrent dans l'unité de soins intensifs. Elles se tinrent près du lit. Thomas était toujours là, inchangé. « Maman, la lettre qu'il a laissée était claire. Il ne voulait pas cela. Il ne voulait pas de machine. Il ne voulait pas de tube. Il ne savait pas ce que c'était, » répondit Rosaura fermement. Il ne savait pas ce que c'était d'être de l'autre côté, de voir quelqu'un que l'on aime dans cet état et de ne rien pouvoir faire. Il ne savait pas, mais il l'avait demandé. Il l'avait écrit de sa propre main. Il savait ce qu'il demandait. Elle se retourna soudainement, les yeux remplis de larmes. « Si j'étais dans ce lit, tu me débrancherais tout simplement. Juste parce que je l'ai dit. » Véronica ne dit rien. Rosaura s'approcha du lit, caressa tendrement le visage de Thomas, puis regarda sa fille, la voix tremblante. « Il n'est pas le seul à souffrir, moi aussi, et profondément. S'il m'aime, comme il l'a dit dans cette lettre, alors il comprend ce que je vis. » Véronica prit une profonde inspiration, essayant de ne pas pleurer. « Je ne veux pas qu'il soit prisonnier. Il n'est plus là, maman !»« Et s'il l'est ?» répondit Rosaura en regardant le visage de sa fille. « Et s'il attend simplement, attend un geste, un signe d'affection, un mot,
Les deux restèrent là, l'une voulant lâcher prise, l'autre s'accrochant de toutes ses forces. Entre elles, Thomas, silencieux, incapable de choisir, incapable de parler, simplement aimé de la manière la plus dure, la plus pure, la plus humaine qui soit. Le temps passa sans prévenir, sans pitié. 1 mois, 2, 3. La vie à l'extérieur continuait comme d'habitude, mais à l'intérieur de la maison de Thomas, tout s'était arrêté. Le salon qui sentait autrefois le café fraîchement moulu et résonnait du sifflement de la cafetière sentait désormais le vide. La télévision restait éteinte toute la journée. L'horloge murale continuait à marquer le temps, mais elle semblait se moquer du silence qui envahissait tout. Rosaura ne se levait plus tôt comme avant. Elle restait au lit tard, fixant le plafond avec des yeux secs à force d'avoir tant pleuré. Dans la cuisine, les épices étaient toujours là, alignées, mais les plats devenaient de plus en plus simples. Parfois, il n'y avait rien à manger, parfois juste du pain rassis et de l'eau. Elle avait arrêté de cuisiner, arrêté de fredonner en remuant les casseroles. Le tablier accroché derrière la porte restait propre, intact, comme s'il attendait un jour qui ne viendrait jamais. Véronica faisait ce qu'elle pouvait, travaillant, s'occupant de sa fille, allant à l'hôpital, mais son cœur était ailleurs, sur ce lit blanc, dans cette froide salle de soins intensifs. Chaque fois qu'elle voyait son père allongé, immobile, les yeux fermés et le corps couvert de fils, c'était comme si une petite partie d'elle-même s'éteignait aussi. Et Mariana, la petite Mariana, qui passait ses journées à dessiner, avait désormais rangé ses crayons. Ses cahiers étaient sous le lit, oubliés. Elle passait des heures assise tranquillement sur le sol, les yeux fixés sur la porte d'entrée, comme si elle attendait que son grand-père arrive à l'improviste avec une friandise cachée dans sa poche. « Maman, grand-père dort encore ?» demanda-t-elle un soir. Véronica déglutit péniblement, se pencha et serra sa fille dans ses bras. « Oui, mon amour, il dort encore. Il se réveillera. » Véronica ferma les yeux et prit une profonde inspiration. « Nous attendons, ma chérie, de tout notre cœur. » Mariana s'allongea sur les genoux de sa mère et resta là, tranquillement, les petits yeux ouverts, fixant le plafond, comme pour envoyer un message au ciel. La maison de Thomas devint un lieu figé dans le temps, comme si le monde à l'intérieur retenait son souffle, attendant un miracle, attendant son retour. Cette nuit-là, Rosaura était assise dans le fauteuil, une fine couverture sur les jambes, le corps penché en avant. Le ventilateur tournait lentement au plafond, et même s'il faisait chaud, elle ne retira pas la couverture. Elle était recroquevillée, silencieuse, comme si elle voulait disparaître. La lumière du salon était tamisée, jaune, presque triste. Véronica arriva de l'hôpital, le visage fatigué, posa son sac dans un coin et resta quelques secondes à regarder sa mère, trop faible pour parler. Puis elle s'approcha, s'assit à côté d'elle et resta silencieuse elle aussi, toutes deux assises là, ne sachant que faire face à tant de douleur. Le seul bruit était le tic-tac de l'horloge accrochée au mur et le grincement du ventilateur au plafond. Au bout d'un moment, Véronique prit la parole. Sa voix était douce, fatiguée, avec une boule dans la gorge. « Maman ». Rosaura ne répondit pas. Elle regardait simplement dans le vide comme si elle savait déjà ce que sa fille allait dire. Il ne voulait pas vivre comme ça. Tu le sais. La phrase la frappa comme un coup de poing dans la poitrine. Rosaura ferma les yeux et prit une profonde inspiration. La larme tomba d'elle-même. Lentement, il l'avait écrite de sa propre main. Tu l'as lu avec moi. Il ne voulait pas de machine. Il ne voulait pas de tube. Il disait qu'il détesterait que nous nous souvenions de lui comme ça. Des mois dans ce lit, dans cet hôpital. Rosaura serra les doigts sur la couverture, comme si elle s'y agrippait, pour ne pas tomber dans un trou. Je m'en souviens. Bien sûr que je m'en souviens. Mais c'est difficile, ma fille. C'est comme si éteindre cette machine éteignait aussi mon cœur. Véronica se tourna vers elle, les larmes aux yeux. Mais ce que nous faisons, c'est le garder prisonnier. Il n'est plus là, maman. Il ne reste que son corps. Le papa que nous connaissions, celui qui racontait des blagues, qui faisait le café le matin, qui serrait Mariana dans ses bras. Il n'est plus là. Rosaura se mit à pleurer silencieusement. Véronica posa sa main sur la sienne. Je sais que ça fait mal. Ça me fait mal tous les jours aussi, mais nous devons faire ce qu'il a demandé. Par amour, pas par peur. Rosaura tourna le visage et regarda sa fille, les yeux rougis. Et si nous le regrettons plus tard ? Véronica prit une profonde inspiration, la voix tremblante. Je le regrette déjà, maman. Je regrette de lui avoir crié dessus, de ne pas lui avoir dit plus souvent que je l'aimais. Mais maintenant, je ne peux le lui montrer qu'en le laissant partir en paix. Les deux femmes s'étreignirent longuement.
une étreinte chaleureuse qui disait tout ce que les mots ne pouvaient plus exprimer. Une étreinte de quelqu'un qui est encore en vie, mais qui porte la douleur de celui qui s'en va. Et au fond de la pièce, le silence répondit. La chambre d'hôpital était petite, avec des chaises en plastique poussées contre le mur et une fenêtre embuée par le temps. Rosaura et Véronica étaient assises côte à côte, attendant. Le tic-tac de l'horloge semblait se moquer d'elle, comme si chaque seconde était un couteau tournoyant dans les airs. Rosaura avait les mains jointes, les doigts entrelacés, comme si elle priait sans s'en rendre compte. Véronica fixait le sol, les yeux rougis, sans plus aucune larme à verser. Le médecin entra lentement, un dossier à la main et le visage triste. Il n'avait plus le ton froid qu'il avait eu lorsqu'il leur avait annoncé la nouvelle. Il portait désormais le poids de quelqu'un qui partageait la douleur des autres. Il s'assit devant elle, posa le dossier sur ses genoux et parla calmement. « Madame Rosaura, Véronica, cela fait plusieurs mois depuis la crise cardiaque. Nous avons suivi chaque évolution, chaque signe. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Il fit une pause. Il regarda les deux femmes dans les yeux. Rosaura se mordit la lèvre, essayant de rester forte. Véronica attendait simplement. Son état, il reste inchangé. Ses signes vitaux sont stables, mais il n'y a aucune réponse neurologique. Le silence devint plus lourd que l'air. Le médecin poursuivit. Les chances qu'il s'améliore après tout ce temps sont très minces, presque nulles. Véronica baissa la tête. Rosaura ferma les yeux. Aucune des deux ne parla pendant quelques secondes. C'était comme si elle l'entendait pour la première fois, même si elle le savait déjà au fond d'elle-même. « Est-ce qu'il ressent quelque chose ?» demanda Rosaura d'une voix basse et tremblante. « Nous ne pouvons pas le dire avec certitude. Il peut avoir un certain niveau de perception, mais s'il existe, il est très faible, très lointain. » Le médecin attendit encore un moment, puis se leva. « Je vais vous laisser un moment. Quand vous serez prête, nous pourrons discuter des prochaines étapes. Mais sachez que toute décision prise maintenant est motivée par l'amour et le respect de ce qu'il a demandé. » Il partit discrètement, en fermant la porte avec précaution. Rosaura porta ses mains à son visage. Elle ne pleurait pas bruyamment. C'était un cri silencieux qui venait de l'intérieur, d'un endroit dont elle ignorait même l'existence. Véronica posa sa main sur l'épaule de sa mère et la serra doucement. « J'aimerais qu'il se lève de ce lit, maman, qu'il ouvre les yeux et dise que ce n'était qu'un rêve. Mais cela n'arrivera pas. » Rosaura secoua simplement la tête. Son cœur savait déjà. Seul son corps continuait à lutter contre l'adieu. À ce moment-là, elles comprirent toutes les deux qu'elles étaient proches de la fin, non pas la fin de l'amour, mais la fin de l'attente. Le couloir de l'unité de soins intensifs était presque vide, et le bruit des pas de Véronica et Rosaura résonnait comme si chaque pas était un adieu. Elles marchaient lentement, le regard perdu, le visage fatigué d'avoir tant pleuré intérieurement. Le médecin les attendait déjà dans une petite pièce, le dossier posé sur la table. Il n'y avait qu'un seul morceau de papier, une feuille blanche avec quelques mots écrits dessus, mais elle pesait comme une sentence. « Nous pouvons le faire dimanche, vous aurez ainsi le temps de lui dire au revoir », dit-il à voix basse, presque comme s'il demandait pardon. Véronica regarda sa mère. Rosaura mit du temps à réagir. Ses yeux étaient fixés sur le papier, comme s'il s'agissait d'un abîme. Ses mains tremblaient légèrement. Véronique prit le stylo en premier, signa lentement, puis le passa à Rosaura. Elle tint le stylo en l'air pendant un moment, puis prit une profonde inspiration et signa à son tour. Elles ne dirent rien, elles ne pleurèrent pas, elles baissèrent simplement la tête, comme si elles comprenaient déjà qu'elles ne pouvaient plus lutter contre le temps. En quittant la pièce, Rosaura s'arrêta un instant dans le couloir, prit la main de sa fille et dit très doucement « Dimanche sera le pire jour de ma vie. Si vous étiez à ma place, prendriez-vous la même décision malgré cette lettre? Écrivez vos commentaires. » Véronica ne répondit pas. Elle se contenta de serrer fort la main de sa mère, car parfois le silence en dit plus long que les mots. Dimanche arriva sans hâte. Le soleil se leva timidement, à moitié caché derrière les nuages, comme s'il savait que ce n'était pas un jour pour briller. La maison était silencieuse. Personne ne parlait fort, personne n'allumait la télévision. Il semblait que le temps s'écoulait aussi plus lentement. Mariana se réveilla tôt. La fillette de 6 ans, qui n'avait pas dessiné depuis des mois, ouvrit délicatement le tiroir du bureau. Elle sortit ses crayons de couleur et une feuille de papier pliée en deux. Elle s'assit en tailleur sur le sol de sa chambre et se mit à dessiner sans dire un mot. Elle dessina un grand soleil jaune avec de longs rayons qui semblaient embrasser tout ce qui l'entourait. Au milieu de la feuille, elle dessina un homme allongé dans un champ vert. Il avait un visage paisible, les yeux fermés et un léger sourire. À côté de lui, elle dessina une petite fille qui lui tenait la main. C'était elle.
Pendant qu'elle dessinait, ses yeux se remplirent de larmes, mais elles ne coulèrent pas. Elle laissa simplement son cœur s'exprimer à travers le crayon. Lorsqu'elle eut terminé, elle écrivit en bas de la feuille, en grosses lettres irrégulières, « Je t'attendrai, grand-père ». Elle descendit lentement les escaliers, la feuille de papier pliée dans les mains. Elle trouva sa mère dans la cuisine, assise tranquillement, buvant un café froid qu'elle n'osait même pas réchauffer. « Maman, je peux apporter ça à grand-père ?» Véronica regarda sa fille, retint ses larmes et acquiesça. Mariana s'approcha de Rosaura, qui était assise dans le salon, les yeux fixés sur le mur. Elle lui tendit le dessin. « Grand-mère, c'est pour grand-père, pour qu'il l'emporte avec lui. » Rosaura prit le papier avec précaution, comme s'il s'agissait d'un morceau du cœur de sa petite fille. Elle l'ouvrit lentement, regarda le dessin et se mit à pleurer doucement. Les larmes tombèrent directement sur le papier, tachant une petite partie du soleil jaune. « Il va beaucoup l'aimer, ma chérie. Vraiment beaucoup. » Peu de temps après, ils quittèrent tous les trois la maison ensemble. Ils ne parlèrent pas pendant le trajet jusqu'à l'hôpital. Mariana tenait fermement la main de sa mère, le dessin plié entre ses petits doigts. Lorsqu'ils arrivèrent à l'unité de soins intensifs, Rosaura entra la première, se dirigea vers le lit de Thomas, prit le dessin des mains de sa petite fille et le posa délicatement sur sa poitrine. Elle lissa le papier comme si elle le recouvrait d'un objet sacré. « Regarde, Thomas, c'est de notre petite fille. » Véronica se tenait dans l'embrasure de la porte, les larmes aux yeux, observant la scène. Mariana grimpa sur une chaise avec l'aide de sa grand-mère et se pencha près du visage de son grand-père. « Tu dors, c'est ça, grand-père ? Ça va, j'attendrai. » Tout comme dans le dessin et dans cette pièce remplie de machines et de silence, l'amour d'une petite fille remplissait l'espace. Un simple dessin qui disait tout ce que le cœur ne pouvait plus dire. À la fin de cet après-midi, l'hôpital devint encore plus calme. La lumière du soleil pénétrait par les longues fenêtres du couloir de l'unité de soins intensifs et se répandait sur le sol froid comme un lent adieu. À 17h, Rosaura acquiesça. Le médecin respecta son temps. Véronica tenait fermement la main de sa mère, comme si elle essayait de porter le poids que le corps ne pouvait plus supporter. Les machines autour du lit de Thomas furent éteintes une à une. D'abord le bruit du respirateur, puis le bip constant du moniteur, et enfin le silence total. Ce silence est-il une fin ou le signe d'un nouveau départ? J'attends avec impatience vos commentaires. L'air semblait s'être arrêté. Même les machines ne faisaient plus aucun bruit. Le corps de Thomas gisait là, tranquille, le visage calme, sans douleur, comme s'il était vraiment endormi. L'infirmière arrangea le drap, plaça ses bras sur sa poitrine et laissa le dessin de Mariana soigneusement glisser entre ses doigts. Il n'y avait plus aucun signe de vie, aucun mouvement, aucun bruit, mais aussi, pour la première fois depuis longtemps, plus aucune souffrance. Rosaura s'approcha de lui, passa ses doigts sur son visage et embrassa doucement son front. « Repose en paix, mon amour. Je me souviendrai de toi, debout là, les mains couvertes de graisse, me souriant à la porte. » Véronica retint ses larmes jusqu'à la dernière seconde. Ce n'est que lorsqu'elle vit son père recouvert, sur le point d'être emmené, que sa voix se dégagea. « Je t'aime, papa. Même si je ne te l'ai pas souvent dit, je t'ai toujours aimé. » Le lendemain matin, la maison était pleine. Des gens qui n'étaient pas venus depuis des années frappaient à la porte avec des regards tristes et des embrassades chaleureuses. La veillée funèbre se déroulait dans le salon comme le voulait la coutume. Thomas était allongé là, dans un costume simple, dans un cercueil ouvert entouré de fleurs blanches. Avec le dessin de Mariana toujours sur sa poitrine, les gens arrivaient en silence. Certains s'agenouillaient, d'autres se contentaient de toucher le verre. On entendait de légers sanglots dans les coins de la pièce. Les gens s'étreignaient sans dire un mot. Les voisins qui voyaient toujours Thomas balayer le trottoir étaient là. Monsieur Miguel, du petit magasin, avait apporté un bouquet accompagné d'une note manuscrite. Il n'avait cessé de sourire, même s'il était fatigué. Mariana, silencieuse, était assise dans un coin de la pièce, une poupée sur les genoux. De temps en temps, elle regardait son grand-père et dessinait dans l'air avec son doigt. Rosaura restait forte, saluant tout le monde et les remerciant pour leurs mots. Mais lorsqu'une amie d'enfance s'est approchée d'elle et lui a dit « Il aimait beaucoup sa famille, tu le sais, n'est-ce pas ?» Elle a pleuré pour la première fois devant tout le monde. Elle pleurait comme si elle avait perdu la moitié de son âme. Véronica est restée aux côtés de sa mère tout le temps. Parfois, elle serrait Mariana dans ses bras. Parfois, elle restait immobile, regardant le visage paisible de son père, essayant de graver chaque détail dans sa mémoire. Dans cette petite pièce remplie de douleur, il y avait aussi beaucoup d'amour. L'amour d'autrefois,
l'amour qui avait tout enduré et qui disait maintenant adieu. La pièce était réchauffée par l'odeur des fleurs, mêlée à l'arôme du café préparé quelques heures auparavant. Les voix douces des visiteurs se mêlaient au son de la musique douce provenant de la vieille radio dans le coin, plus pour remplir le silence que pour divertir. Rosaura resta un moment debout à regarder le cercueil. Ses mains tremblaient, ses yeux n'avaient plus de larmes, mais ils lui faisaient encore mal. Les gens autour d'elle s'éloignèrent lentement, réalisant que ce moment n'appartenait qu'à elle. Elle marcha lentement, chaque pas pesant lourdement sur elle. La robe noire moulait son corps frêle. Ses épaules étaient voûtées comme si elle portait le poids du monde. Sa petite fille était assise sur les genoux de sa mère et la regardait en silence de ses grands yeux attentifs. Rosaura se tenait devant le cercueil. Elle vit le visage de Thomas, si paisible, si sereine. Il ressemblait à lui-même, mais il ressemblait aussi à quelqu'un d'autre. Elle toucha le verre avec précaution, puis regarda autour d'elle. Tout était silencieux. Le temps semblait s'être arrêté. C'était comme si seuls eux deux existaient à cet instant. Puis elle posa ses doigts sur le bord, approcha son visage et murmura « Attends-moi, Thomas, j'arrive ». Elle retira la bague de son doigt et la plaça dans le cercueil, près de sa main, puis dit doucement, presque en pleurant « Je pars avec toi, mon amour, je n'en peux plus. Je ne pense pas pouvoir vivre un jour de plus sans toi. » Sa voix se brisa. Elle posa son front près du sien, les yeux fermés et les lèvres tremblantes. C'est à ce moment-là que quelque chose se produisit à l'intérieur, dans le silence du cercueil. Derrière ses paupières closes, un petit mouvement, minuscule, presque imperceptible. Les yeux de Thomas bougèrent sous ses paupières. Un muscle de son visage se contracta très lentement, mais personne ne le vit. Le son doux de la voix de Rosaura pénétra comme s'il traversait le voile de l'inconscient. À l'intérieur, dans l'obscurité de son esprit, une petite lumière vacilla. Il entendait, il sentait, mais il ne pouvait pas bouger. Son corps ne répondait pas. C'était comme s'il était pris au piège entre deux mondes, voulant crier mais sans voix, voulant ouvrir les yeux mais sans force. Le temps semblait s'être arrêté. Le bruit dans le salon funéraire devint un écho lointain, comme si tout était sous l'eau. Là, dans le silence du cercueil, Thomas écoutait non pas avec ses oreilles, mais avec son cœur, et chaque mot venait comme un rayon traversant l'obscurité. D'abord, la voix d'un ami d'enfance, se souvenant du jour où Thomas lui avait prêté de l'argent alors qu'il n'en avait pas. Puis celle de son cousin qui pleurait en disant « Tu as toujours été plus qu'un frère pour moi ». Les souvenirs continuaient à affluer. Les après-midi passés dans l'atelier, les rires, les disputes avec sa fille, les conseils qu'il donnait sans que cela ressemble à des conseils. Tout défilait devant lui, comme un vieux film qu'il croyait avoir oublié. Il entendit sa petite fille murmurer à sa mère « Je lui ai dessiné un soleil, maman, parce que grand-père aimait le soleil. » Il entendit son frère dire en pleurant « Thomas était dur, mais il était pur. Il ne savait pas demander pardon, mais il aimait plus que quiconque. » Et il entendit Véronica. Cette voix qui l'avait tant blessé était désormais douceur pure, repentante. « Je suis désolé, papa. Si je pouvais remonter le temps, je t'aurais serré plus fort dans mes bras. Même ton silence me manque. » Tout cela serra la poitrine de Thomas. Mais ce fut lorsque Rosaura revint, s'agenouilla à côté du cercueil et dit d'une voix faible « Attends-moi, mon amour, je n'en peux plus, je pars avec toi aujourd'hui. » Son cœur se mit à battre à toute vitesse. À l'intérieur, là où personne ne pouvait le voir, son âme cria « Non, Rosaura, ne fais pas ça, Trato !» Rien. Il essaya d'ouvrir les yeux, mais rien ne se passa. Cependant, son cœur battait plus vite, comme s'il voulait l'avertir, comme s'il disait « Je suis toujours là. Attends encore un peu. Ne pars pas. » Chaque mot qu'il entendait donnait plus de force à son âme. Il ne pouvait pas laisser la femme de sa vie abandonnée ainsi. Il ne pouvait pas l'emmener avec lui. Elle avait encore tant à vivre. Elle devait encore élever Mariana. Elle devait encore remplir la maison de l'odeur du pain. L'amour qu'il ressentait était plus fort que n'importe quelle machine, plus fort que n'importe quel diagnostic. Rosaura avait besoin de le savoir. Elle avait besoin de le ressentir. Car même s'il ne pouvait pas parler, Thomas se battait toujours pour son amour, pour sa famille. Il n'allait pas laisser les adieux se transformer en tragédie. Il n'allait pas laisser la fin se dérouler ainsi. La pièce était pleine de monde, mais à ce moment-là, tout semblait s'être tu. Mariana, avec ses petits pas et la robe bleue que Thomas aimait, s'approcha du cercueil, les mains crispées. Sa mère tenta de l'arrêter, mais Rosaura, les yeux remplis de larmes, hocha la tête en signe d'assentiment. Tout le monde s'arrêta. Tous les regards se tournèrent vers elle, mais la petite fille ne s'en rendit même pas compte. Elle ne voyait que son grand-père, celui qui l'appelait « ma fille »,
qui plaisantait avec son dentier, qui inventait des histoires avant de se coucher. Elle s'approcha tout près, se mit sur la pointe des pieds et posa le dessin sur sa poitrine, là où l'autre était déjà posé, désormais un peu flou à cause des larmes de sa grand-mère. Elle arrangea soigneusement le papier coloré, comme si elle arrangeait une couverture. Puis, elle posa sa petite main sur son cœur, qui était immobile, caché par des couches de silence et de douleur. Elle se rapprocha et murmura, d'une voix que seul quelqu'un qui aime vraiment peut avoir, « Tu m'as promis de jouer encore avec moi ?» Elle fit une pause et se mordit la lèvre. Ses grands yeux sincères se remplirent de larmes. Nous n'avons même pas fini notre fort en oreiller. Mariana ne savait rien du coma, de la mort ou des adieux. Elle savait seulement ressentir. Et à ce moment-là, ce qu'elle ressentait, c'était de la nostalgie, avant même le départ. Elle resta là quelques secondes de plus, attendant peut-être une réponse, un signe, un mouvement, mais rien ne se passa. Seul le bruit du papier bruissant doucement dans la brise qui entrait par la porte. Véronica s'approcha et la prit délicatement dans ses bras. Mariana jeta un dernier regard en arrière, puis posa sa petite tête sur l'épaule de sa mère, et à ce moment-là, bien qu'il n'y ait eu aucune réaction apparente, quelque chose remua dans la poitrine de Thomas. Ce dessin, cette voix, cet amour pur le touchèrent en d'une manière qu'aucun médicament ne pouvait égaler, car l'amour d'une petite fille transperce même le silence de la mort. Rosaura était toujours là, debout devant le cercueil, les yeux fixés sur le visage de Thomas. Ses mains tremblaient. Le corps, qui avait toujours été fort, ressemblait maintenant à du verre. Le silence dans la pièce, après les paroles de sa petite fille, pesait lourdement sur elle comme une couverture. Elle passa lentement sa main sur son visage, comme pour en mémoriser les traits, comme si elle voulait garder ce dernier contact pour toujours, même s'il ne restait plus de peau. Son cœur battait vite, très vite, et soudain, sa respiration commença à faiblir. Elle recula d'un pas et posa sa main sur sa poitrine. « Aïe !» murmura-t-elle, la voix brisée. « Ça fait mal. » Véronica courut vers elle. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» Rosaura tituba légèrement, s'appuyant sur le bord du cercueil. Ses jambes la lâchaient. Véronica la retint par les bras. « Maman, assieds-toi ici. Attends, je vais chercher de l'aide. » Mais Rosaura saisit fermement le bras de sa fille, les yeux remplis de larmes. Sa voix était brisée, mais ferme. « Non, écoute, écoute-moi. » Véronique s'accroupit, en pleurs, essayant de la calmer. « Maman, s'il te plaît. » Rosaura regarda le cercueil, puis sa fille. « Je ne peux pas vivre sans lui. Tu comprends? Je l'ai promis devant Dieu, dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie. » Les mots sortaient avec difficulté. Chaque phrase était une lutte contre la douleur dans sa poitrine. « Je vais le rejoindre, ma fille. Je suis fatiguée maintenant. Je n'ai plus la force. Maman, ne dis pas ça. » Véronica serra sa mère dans ses bras, désespérée. « Nous t'avons encore. Mariana a besoin de toi. J'ai besoin de toi. » Mais Rosaura ferma les yeux et sentit le visage de son mari dans sa mémoire comme s'il était réel. « Thomas, attends-moi, mon amour. J'arrive. » Et à ce moment-là, la douleur d'un amour qui ne tenait plus dans sa poitrine se mêla à la peur, à l'épuisement, à la tristesse, tout à la fois. Le corps de Rosaura tremblait et son cœur semblait vouloir s'arrêter pour qu'elle n'ait plus à continuer à vivre sans lui. Véronica cria, implora de l'aide. Mais au fond d'elle-même, elle savait que sa mère partait avec son père et que la seule chose qui pouvait encore l'arrêter, c'était lui, Thomas. Alors que Rosaura s'effondrait au pied du cercueil, disant de toutes ses forces qu'elle voulait partir avec lui, quelque chose se produisit à l'intérieur, là où personne ne s'y attendait. À l'intérieur de ce corps immobile, une force se réveilla. Thomas, comme s'il avait entendu le cri silencieux de l'âme de la femme qu'il aimait. Il essaya d'abord de réagir par la pensée, en murmurant « non » dans son esprit. Puis, comme si l'amour pouvait franchir l'impossible, le corps commença à réagir. Le petit doigt de sa main droite trembla, juste un peu, mais c'était réel. Puis sa poitrine bougea légèrement, comme si quelque chose à l'intérieur voulait sortir. Les yeux qui étaient restés fermés si longtemps commencèrent à s'ouvrir lentement, comme si le poids du monde reposait sur ses paupières. Personne ne le vit tout de suite, mais cela ne prit qu'une seconde. Mariana, qui était assise dans un coin de la pièce, fut la première à le remarquer. « Maman, grand-père a bougé !» cria-t-elle en le montrant du doigt. Véronica se retourna rapidement, mais pensa que c'était son imagination. « Calme-toi, ma chérie. » Mais alors, la poitrine de Thomas bougea à nouveau, plus fortement, et ses yeux s'ouvrirent complètement. Lentement, mais oui, ils étaient ouverts, vivants, confus, mais vivants.
C'est alors que l'agitation a commencé. Une voisine qui se tenait près du cercueil a crié si fort qu'elle a laissé tomber le verre d'eau qu'elle tenait. « Mon Dieu, il bouge! Il bouge !» L'un des oncles qui n'avait jamais cru en rien s'est précipité dans la rue en criant « Il est vivant! Thomas est vivant !» Une femme âgée s'est évanouie sur le canapé et 2 personnes ont essayé de la réveiller avec un ventilateur. Quelqu'un a renversé une bougie. La radio est tombée par terre. Plusieurs téléphones portables ont commencé à enregistrer. Au milieu du chaos, des voix, des cris, des gens qui couraient dans tous les sens sans rien comprendre, Rosaura était paralysée. Ses yeux étaient fixés sur l'impossible, sur le miracle, sur l'amour de sa vie. En ouvrant les yeux là, dans le cercueil, le temps s'est arrêté. Elle s'est approchée lentement. Chaque pas était comme si elle marchait dans un rêve, comme si elle se trouvait dans un endroit entre la vie et la mort. Ses mains tremblaient tellement qu'elle pouvait à peine s'agripper au bord. Son cœur semblait prêt à sortir de sa poitrine. Puis elle l'a vu. Ce n'était pas son imagination. Ce n'était pas une hallucination causée par la douleur. C'était lui, Thomas, les yeux ouverts, la poitrine se soulevant et s'abaissant lentement, vivant. Le cri venait du plus profond de son âme. Thomas, c'était un cri mêlé de larmes, de désespoir, d'espoir, de soulagement. C'était à la fois de la douleur et un miracle. Les gens autour d'elle s'arrêtèrent. Ceux qui couraient s'arrêtèrent. Ceux qui pleuraient ravalèrent leurs larmes. Ceux qui hésitaient s'agenouillèrent. Elle se pencha sur lui, ses larmes mouillant le verre du cercueil, son visage tout près, sa respiration rapide. Et puis Thomas bougea les lèvres avec difficulté, avec douleur. Puis sa voix sortit doucement, presque sans son, mais c'était bien la sienne. C'était le Thomas que tout le monde croyait perdu. C'était le mari de Rosaura, le grand-père de Mariana, le père de Véronica. Et il termina avec effort, le regard fixé sur les yeux de la femme qui n'avait jamais cessé d'attendre. « Pour toi, ma princesse !» Rosaura tomba à genoux. Elle serra le cercueil dans ses bras comme si elle voulait entrer là-dedans avec lui. Ses pleurs se transformèrent en sanglots bruyants, mais c'était maintenant le cri de renaissance de quelqu'un qui avait tout perdu. Et elle l'avait retrouvé. Thomas était vivant et il était revenu parce qu'il avait écouté, parce qu'il avait ressenti, parce que même quand tout semblait perdu, l'amour était encore plus fort. Le bruit de l'ambulance fendit l'air comme un couteau. La sirène se mêlait aux cris, aux sanglots, aux pas précipités, aux gens qui filmaient avec leur téléphone portable, aux gens qui pleuraient à genoux sur le sol. La rue devant la maison était déjà bondée de voisins, de badauds et même de personnes qui ne connaissaient pas bien Thomas. Tout le monde était là, essayant de comprendre ce qu'il voyait. Les ambulanciers se précipitèrent, mais ne sachant pas quoi faire, l'un d'eux se tint à côté du cercueil. Il vit le corps qui, quelques secondes auparavant, avait été déclaré mort, bouger, essayer de respirer, les yeux ouverts. « Il bouge !» cria l'un à l'autre. Ils commencèrent à agir là, sur la table où se trouvait le cercueil. Ils vérifièrent son rythme cardiaque et lui donnèrent de l'oxygène. L'un d'eux secoua la tête, incrédule. Cela n'avait aucun sens. Il n'y avait aucune explication à cela. De l'autre côté de la pièce, une femme âgée, un chapelet à la main, s'agenouilla sur le sol carrelé et se mit à prier à haute voix. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, vous êtes bénie. » Un autre homme coiffé d'un chapeau de paille et portant une croix autour du cou se signait sans cesse, comme s'il était face à quelque chose de sacré ou de dangereux. « C'est soit une punition, soit un miracle », murmura quelqu'un près de la porte. « Un miracle », répondit une jeune fille, les yeux écarquillés. « Ça ne peut être que ça. Il a entendu la femme. Il est revenu par amour. Ou peut-être que Dieu voulait montrer quelque chose à cette famille, dit une autre femme, les bras croisés et les larmes aux yeux. Le cercueil fut écarté. Le corps de Thomas était désormais allongé sur la civière, vivant, respirant, faible mais conscient. Sa main serra lentement celle de Rosaura, qui était à ses côtés sans le lâcher une seconde. Véronica pleura silencieusement. Mariana sourit, même si elle ne comprenait pas tout à fait ce qui se passait. Elle murmura simplement, répétant comme une prière « Je le savais, grand-père, je savais que tu reviendrais. » L'ambulance s'éloigna. À l'intérieur, entouré de fils et de machines, Thomas cligna lentement des yeux. Son regard croisa celui de sa femme et une voix faible se fit à nouveau entendre. « Ce n'était pas encore mon heure. » Et ce jour-là, tout le quartier vit la foi prendre forme, car quand l'amour est réel, aucun cercueil ne peut l'arrêter. La chambre d'hôpital était petite, mais elle semblait désormais être un lieu sacré. Les fenêtres ouvertes laissaient entrer la douce brise matinale. Le soleil caressait doucement le drap blanc qui recouvrait Thomas
allongé, les yeux mi-clos, respirant lentement mais régulièrement, le corps encore fatigué mais plein de vie. Et à ses côtés, Rosaura. Elle n'avait pas bougé de là depuis qu'il avait été réadmis. Elle dormait assise sur la chaise dure, les pieds enflés, les cheveux attachés, le visage marqué par la fatigue. Mais ses yeux, ses yeux étaient vivants, pleins d'espoir, pleins d'amour. Elle lui tenait la main fermement, avec une force douce et constante, comme pour dire « Je suis là », sans avoir besoin de le dire avec des mots. Et chaque fois qu'il clignait des yeux, elle souriait. Un petit sourire, mais plein d'émotion. C'était comme si, à chaque regard, elle répétait « Tu es revenu pour moi ». Parfois, elle passait lentement ses doigts sur son bras, le caressant comme elle le faisait lorsqu'il rentrait fatigué du travail. D'autres fois, elle chantait doucement une vieille chanson sur laquelle il dansait quand ils étaient jeunes, juste pour qu'il l'entende, juste pour que son âme se souvienne du chemin du retour. « Tu ne vas plus partir, tu m'entends ?» murmura-t-elle en serrant sa main plus fort. « Maintenant, tu es avec moi. Je prendrai soin de toi comme tu as pris soin de moi toute ma vie. » Thomas essaya de parler, mais sa voix ne sortait toujours pas correctement. Il ne bougeait que ses lèvres et ses yeux. Mais c'était tout ce dont elle avait besoin, car elle comprenait. Parce que lorsque deux âmes se connaissent vraiment, le silence parle aussi. Véronica et Mariana venaient lui rendre visite tous les jours. La petite fille apportait de nouveaux dessins et les montrait fièrement à son grand-père. L'un d'eux représentait un soleil encore plus grand, avec une maison et une famille se tenant par la main. « Grand-père, regarde, grand-mère est à tes côtés, comme dans mon dessin, » dit-elle avec un sourire. Thomas cligna lentement des yeux et serra plus fort la main de Rosaura. Et ainsi, dans cette chambre d'hôpital où tant de gens viennent dire adieu, un vieil amour renaissait lentement mais sûrement, car ceux qui reviennent de l'au-delà reviennent en connaissant la valeur de chaque contact, de chaque souffle, de chaque seconde passée avec l'être aimé. Véronica entra dans la pièce comme si elle avait peur de briser le silence qui emplissait cet espace d'une telle paix. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers la fenêtre, dessinant une bande dorée sur le sol. Il était là, son père, l'homme qu'elle aimait tant et qu'elle avait blessé tant de fois sans le vouloir. Allongé là, les yeux ouverts, respirant lentement, le visage paisible, semblant désormais être une personne différente. Rosaura se leva de sa chaise et regarda sa fille avec tendresse. « Vas-y, il t'attend. » Véronica s'avança vers le lit comme si elle portait le poids du monde entier sur ses épaules, les yeux déjà remplis de larmes avant même d'avoir prononcé un seul mot. Elle se tint à côté de lui prit la main libre et s'agenouilla. « Papa !» Thomas tourna la tête avec difficulté. Ses yeux rencontrèrent ceux de Véronica, et là, dans ce regard, elle ressentit tout ce dont elle avait besoin, mais elle devait encore parler. « Je suis désolée. Pardonne-moi pour tout, pour chaque mot dur, pour chaque fois que je t'ai ignoré, pour chaque silence qui t'a blessé. » Les larmes continuaient de couler. « Je pensais que tu étais trop fort pour ressentir quoi que ce soit. Je pensais que je n'avais pas besoin de te dire à quel point je t'aimais, mais maintenant je sais. Et si tu me le permets, je te promets d'être bonne avec toi. Vraiment, je serai la fille que tu mérites. Je prendrai soin de toi comme j'aurais dû le faire avant. » Elle posa son front sur sa main, pleurant doucement. Le temps s'arrêta à nouveau jusqu'à ce qu'elle entende sa voix faible mais claire, presque comme un soupir. « C'est fini. » Véronica leva les yeux et le vit. Un petit sourire, mais un vrai. Le même sourire qu'il lui adressait quand elle était petite et qu'elle tombait de son vélo. Et il disait « Lève-toi, championne !» Le sourire d'un père qui pardonne sans rancune, qui aime sans mesure, qui revient du bord de la mort juste pour dire « Tout va bien ». À ce moment-là, Véronica ressentit l'étreinte la plus forte de sa vie, même si aucun bras ne l'enlaçait, car le pardon est l'amour le plus pur qui soit. La voiture ralentit et s'arrêta devant la maison, la même que d'habitude, avec sa clôture blanche bancale, le pot de fleurs à l'entrée et l'odeur du quartier que Thomas connaissait les yeux fermés. Mais maintenant, tout semblait différent, comme si l'intérieur avait été repeint. Rosaura l'aida à sortir de la voiture. Ses pas étaient encore lents, son corps plus fragile, mais son cœur battait fort. Chaque pas qu'il faisait vers la porte était comme un retour à la vie. Dès qu'il entra, il s'arrêta au milieu du salon. Il regarda autour de lui les mêmes murs, les mêmes chaises, le même tapis un peu usé. Et pourtant, tout semblait nouveau, comme s'il n'avait jamais vraiment prêté attention à chaque détail, comme si tout avait désormais une couleur. Rosaura alla à la cuisine pour faire du café. Thomas resta là, respirant profondément.
L'odeur du café fraîchement moulu commença à embaumer la pièce. C'était la même odeur qu'il avait sentie tous les jours pendant plus de 30 ans, mais à ce moment-là, elle lui semblait être le parfum le plus précieux au monde. Il ferma les yeux et respira lentement, comme s'il disait une prière. « Ça sent si bon, Rosaura. » Elle sourit depuis la cuisine. « C'est comme d'habitude, Thomas. »« Non, ce n'est pas vrai, répondit-il. Aujourd'hui, ça sent différent. Aujourd'hui, ça sent comme un miracle. » Il s'assit dans le fauteuil et passa lentement sa main sur la coudoir comme s'il touchait un trésor. Sa petite fille arriva en courant avec un nouveau dessin. Elle s'assit sur ses genoux sans demander la permission. Elle lui montra fièrement le papier. « Tu ne vas pas te rendormir, grand-père? Je peux nous dessiner encore ?» Il rit doucement et lui caressa les cheveux. « Bien sûr, ma chérie. Maintenant, grand-père ne manquera plus rien. » L'odeur du café se répandit dans toute la maison. Le soleil brillait plus fort à travers la fenêtre, et Thomas, assis là en silence, regarda autour de lui et murmura « Je suis de retour, et maintenant je sais pourquoi. Parce que parfois, il faut tout perdre pour apprécier ne serait-ce que l'odeur du café. » Le soleil de l'après-midi faisait briller le trottoir d'une lumière dorée. Thomas était assis sur un tabouret bas, entouré d'outils éparpillés. Le vélo était vieux. Il était resté à l'arrière de la cour pendant des années. La selle cassée, les pneus à plat, la chaîne rouillée. Mais pour lui, c'était un trésor. C'était le cadeau de bienvenue qu'il voulait offrir à Mariana. Quelque chose de simple, mais plein d'amour. Il nettoya chaque pièce patiemment. Chaque fois qu'il tournait une vis, il avait l'impression que le temps remontait. Ses doigts lui faisaient mal, son corps se fatiguait rapidement, mais il ne se plaignait pas. Il se contentait de sourire. Sa petite fille était assise près de lui, sur le seuil de la porte, les yeux grands ouverts, observant chacun de ses gestes. « C'est bientôt prêt, grand-père ?» demandait-elle toutes les 5 minutes. Thomas riait. « Presque, ma fille. Une princesse ne peut pas sortir faire du vélo sans être sûre que tout est en ordre. » Rosaura observait la scène en silence depuis la fenêtre. Son cœur était rempli de chaque geste de son mari, de chaque rire de sa petite fille. C'était comme si le temps s'était réconcilié avec la vie. Après plus d'1 heure, Thomas se leva avec effort, s'essuya les mains avec un chiffon et dit « C'est prêt, maintenant voyons cette championne en action. » Mariana sauta de joie. Il tint le vélo, l'aida à monter, ajusta le guidon, la main fermement posée sur le dossier de la selle, le regard attentif, et elle, les yeux pleins de courage, commença à pédaler. « Prête, prête, alors vas-y. » Il la poussa lentement. Le vélo vacilla. La fillette se pencha en avant et pédala avec force. Thomas lâcha le vélo sans qu'elle s'en aperçoive, et soudain, elle roulait toute seule. « Regarde, grand-père !» cria-t-elle, les bras tendus et un grand sourire aux lèvres. « Je peux le faire ?» Thomas resta immobile au milieu de la cour, la main sur la poitrine, les yeux remplis de larmes, et rit. Il rit comme il n'avait pas ri depuis longtemps. « Je le savais, tu es ma championne. » Ma Mariana se retourna et courut vers lui. Elle se jeta dans ses bras de toutes ses forces. Il la serra contre lui, comme s'il voulait arrêter le temps à cet instant précis. À ce moment-là, tout prit sens. Chaque douleur, chaque larme, chaque miracle. Car voir sa petite fille faire du vélo pour la première fois était plus qu'un cadeau. C'était la preuve qu'il était revenu pour vivre ce qui comptait vraiment. La nuit tomba tranquillement. Le ciel était clair, avec peu d'étoiles. Mais l'air avait une sérénité qui donnait l'impression que la maison était enveloppée par le temps. Seule la lampe du salon était allumée. La télévision était éteinte. Le silence était magnifique. Le silence de quelqu'un qui avait déjà pleuré tout ce qu'il avait à pleurer et qui voulait maintenant simplement ressentir. Thomas était assis dans le fauteuil, une couverture légère sur les jambes, Rosaura à ses côtés. Elle avait commencé à regarder un album photo, mais peu à peu, la fatigue l'avait envahie. Elle s'était lentement appuyée sur son épaule et, sans s'en rendre compte, s'était endormie. Sa tête était tombée doucement sur sa poitrine, comme si c'était l'endroit le plus sûr au monde. Et c'était le cas. Thomas ne bougeait pas. Il restait là, immobile, son bras autour d'elle. Son autre main caressait lentement les cheveux gris qu'il aimait tant. Il pouvait sentir l'odeur de la crème qu'elle avait toujours utilisée. La même que lorsqu'ils étaient jeunes. La même que lorsqu'ils avaient dansé pour la première fois lors de cette simple fête de quartier. Il regarda son visage, les marques du temps, les petites rides, ses yeux fermés. Tout cela était sacré pour lui. Chaque ride de ce visage racontait une histoire qu'il avait vécue avec elle. Il caressa lentement ses cheveux de ses doigts fragiles mais aimants, posa son menton sur le sommet de sa tête et murmura très doucement, juste assez pour qu'elle puisse l'entendre dans son sommeil, ou pour que son âme puisse l'entendre si son corps ne le pouvait pas. « Je sais pourquoi je vis.
Les mots sortirent avec une boule dans la gorge, mais avec la certitude de quelqu'un qui était revenu de la mort pour comprendre ce qui compte vraiment. C'est pour toi, Rosaura. C'est pour cet instant ici. C'est pour cet amour tranquille que personne ne voit, mais qui fait tenir tout le reste. L'horloge murale faisait tic-tac. Toute la maison semblait écouter ce silence significatif. Mariana dormait dans sa chambre. Véronica lisait un livre, mais là, dans le salon, deux cœurs battaient ensemble comme avant, comme toujours. Et Thomas, qui avait perdu l'envie de vivre, connaissait désormais la raison de tout. C'était d'être là, attentionné, aimant en silence. La table était dressée comme elle l'avait toujours été, mais on ne pouvait pas la voir. La nappe blanche, légèrement jaunie par le temps, avait été repassée avec soin. Les couverts brillaient, les assiettes provenaient du beau service, réservé pour les occasions spéciales. Au centre se trouvait un simple arrangement de fleurs du jardin et deux bougies allumées qui bougeaient doucement dans la brise provenant de la fenêtre entr'ouverte. La cuisine sentait bon la cuisine maison, celle que seul le cœur sait préparer. Rosaura remuait la casserole avec un sourire discret sur le visage. Pendant ce temps, Mariana aidait à mettre la table, pliant les serviettes de manière asymétrique, comme seuls les enfants savent le faire. Thomas était assis en bout de table, observant tout avec des yeux pleins de gratitude. Il vivait chaque seconde comme si c'était un miracle, et c'était le cas. Une musique douce provenait de la vieille radio, diffusant une chanson romantique des années 70, le genre de chanson sur laquelle on dansait lors des fêtes de quartier. Le salon était plein de vie. C'était une soirée simple, mais chargée d'une importance éternelle, car tout le monde savait à quel point il avait été difficile d'en arriver là. Véronica versa le jus, s'assit à côté de son père et resta silencieuse pendant un moment. Elle le regarda avec les yeux remplis de larmes, incapable de cacher ses sentiments. Thomas, le visage calme, lui prit la main sous la table. « Papa !» dit-elle soudainement, la voix brisée. Tout le monde se tut. Rosaura s'assit. Mariana aussi. « Papa, je sais que tu es revenu, mais il y a eu un moment où nous avons cru que tu n'étais plus là, et ma voix se brisa. Je ne me le serais jamais pardonné. » Thomas lui serra la main en silence. « Parce que je t'ai laissé partir en pensant que tout ce que je savais faire, c'était te crier dessus, me plaindre, te tourner le dos, sans te serrer dans mes bras, sans te dire que tu étais le meilleur père que je pouvais avoir. » Elle pleura sans tristesse, sans précipitation. Elle pleura avec son cœur. Tu as été fort pour nous tous. Tu as travaillé en silence. Tu as aimé en silence. Et je ne l'ai vu que lorsque je t'ai presque perdu. Rosaura pleurait aussi, une serviette froissée entre les mains. Mariana, qui ne comprenait pas tout, se leva et alla vers son grand-père. Elle posa sa tête sur son épaule et resta là. Thomas prit une profonde inspiration et s'essuya le visage avec le mouchoir qui se trouvait dans la poche de sa chemise. Il regarda sa fille avec un sourire doux et dit « Je ne suis jamais parti, ma fille. J'attendais juste que tu me revoies. » La musique continuait de jouer, la bougie vacillait, et là, dans cette pièce simple, l'amour flottait dans l'air comme un parfum. Un amour calme et sincère qui était désormais reconnu. Parce que parfois, un dîner en famille vaut plus qu'une vie entière de mots non dits. Parfois, nous vivons comme si nous avions tout le temps, comme si nos jours étaient une garantie, comme si les câlins pouvaient attendre, comme si « je t'aime » pouvait être dit plus tard, mais le temps n'attend personne. Thomas a failli partir, et c'est là, entre la vie et la mort, en écoutant les larmes de sa femme, les regrets de sa fille, l'amour pur de sa petite fille, qu'il a compris ce qui compte vraiment. Ce ne sont pas les factures payées, ni les batailles gagnées, ni le silence rempli de fierté. Ce qui reste, ce sont les gestes simples, la tasse de café sur la table, la main qui tient l'autre dans un moment de douleur, le regard qui dit « Je suis avec toi » sans avoir besoin de mots. C'est cela qui remplit une vie et qui peut aussi la sauver. Thomas est revenu, et il est revenu différent. Il est revenu avec une nouvelle perspective, le cœur léger. Il est revenu en sachant que parfois, il faut mourir à l'intérieur, à l'extérieur, dans son âme ou dans son corps, pour vraiment se réveiller. Aujourd'hui, il vit chaque jour comme si c'était le dernier, car c'est le cas. Qui et quoi vous a rappelé cette histoire ? Écrivez le nom de cette personne et la phrase que vous souhaitez lui dire maintenant dans les commentaires et envoyez cette histoire à cette personne. Aimez la vidéo, abonnez-vous et activez les notifications. Ne manquez pas la prochaine histoire.